Le débat sur la levée éventuelle de l'immunité parlementaire de Bernard Tapie a été fixé au mardi 7 décembre. Ce débat donnera l'occasion aux députés émergés des Bouches-du-Rhône de s'expliquer et peut-être même de contre-attaquer. Ce vote, qui interviendra moins de 2 semaines avant la fin de la session ordinaire, provoque un certain malaise parmi les députés, et pas seulement dans l'opposition de gauche. Le président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin, est le premier à reconnaître que la formule de l'immunité parlementaire est totalement inadaptée et dépassée. Laurent Boussier. Inadaptée et dépassée. Philippe Séguin ne fait pas dans la dentelle. Pour lui, l'immunité parlementaire conçue à l'origine pour protéger les députés se retourne aujourd'hui contre eux. Il est donc temps de la moderniser, voire de la supprimer. Surprise dans les couloirs de l'Assemblée, les réactions sont favorables. PS, UDF et RPR sont d'accord. Elle avait un sens lorsqu'il y avait une menace d'un régime totalitaire, où là il fallait protéger les députés pour qu'ils gardent leur liberté de parole. Aujourd'hui, je crois que les élus doivent être des citoyens comme les autres à l'égard de la justice, et l'immunité parlementaire devrait être supprimée. Bon, à partir du moment où on commence à mêler les problèmes d'immunité parlementaire avec du droit commun, c'est vrai que ça n'a pas de raison d'être. Que par conséquent, il faudrait quelque peu toiletter l'immunité. On éviterait le cirque auquel nous assistons actuellement. Je souhaite qu'on règle le problème sur le plan constitutionnel et que la notion d'immunité dite parlementaire disparaisse, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus cette fausse protection. Il y a quand même quelques opposants, il en faut. Les communistes, eux, sont contre tout changement. Je suis pour le maintien de l'immunité parlementaire, qui consiste donc à ne pas soustraire les députés de la justice, mais à les protéger d'actions malignes ou arbitraires. Presque tout le monde étant d'accord, l'idée de Philippe Séguin va peut-être faire son chemin. De toute façon, le 7 décembre prochain, lors du vote sur la levée d'immunité parlementaire de Bernard Tapie, tous les députés auront en tête qu'ils se prêtent ce jour-là à une procédure déjà dépassée. La polémique sur le Conseil constitutionnel, suite et peut-être fin. Le président de la République a reçu aujourd'hui les 2 protagonistes du drame. Robert Badinter, le président du Conseil constitutionnel ce soir, vous le voyez, qui s'est refusé à tout commentaire. Ce matin, le président avait évoqué cette question avant le Conseil des ministres en compagnie d'Édouard Balladur. Et puis ce soir, l'Élysée vient de publier il y a quelques instants un communiqué estimant, Arlette Chabot, que cette querelle, cette polémique devait être considérée comme close. Oui, effectivement. Alors en intervenant de cette façon, François Mitterrand est tout à fait dans son rôle. D'abord parce qu'évidemment tout ce qui touche à la Constitution et donc au Conseil constitutionnel eh bien, concerne directement le chef de l'État. Rôle aussi puisqu'il intervient pour apaiser et calmer et terminer donc cette querelle entre le président du Conseil constitutionnel et le Premier ministre. Rappelons simplement d'un mot, le Premier ministre à Versailles lors du congrès vendredi dernier avait en quelque sorte accusé le Conseil constitutionnel d'aller trop loin. Et en réponse, Robert Badinter, dans les colonnes du Monde, s'était étonné de l'impatience du pouvoir. Voilà, donc pour l'instant c'est terminé. Il faut rappeler que c'est la 2e fois que le président de la République intervient dans une querelle. La première, c'était en 1981, lorsque les socialistes s'étaient indignés contre l'attitude du président d'alors, Roger Frey, ancien ministre du général de Gaulle. Aujourd'hui, vous le rappeliez, il y a eu 2 explications courtoises avec Édouard Balladur ce matin, courtoises aussi, évidemment, sans doute, avec Robert Badinter ce soir. Est-ce que ça signifie qu'il n'y aura pas d'autres querelles ? Peut-être pas, car le débat autour du rôle des contre-pouvoirs dans la démocratie revient de façon permanente. Là, aujourd'hui, on a évité sans doute une querelle aussi dans la cohabitation, mais on verra ce qui se passera dans quelques mois lorsqu'il s'agira de désigner le successeur de Robert Badinter. Ce sera quelques semaines avant l'élection présidentielle de 1995. Merci Arlette. Après ce tête-à-tête avec le président et après le Conseil des ministres, Édouard Balladur a réuni en fin de matinée l'ensemble des députés RPR et UDF pour faire une sorte de tour d'horizon pour le Premier ministre. L'un des mandats essentiels de l'actuelle majorité est d'éviter une France à 2 vitesses. Reportage Véronique Saint-Olive. Édouard Balladur, tel qu'en lui-même. Face à une situation économique dégradée, à des élus de la majorité perturbés par l'inquiétude de leurs électeurs, le Premier ministre a défendu ce matin un bilan de 8 mois et s'il a reconnu quelques erreurs au passage, c'était pour promettre aussitôt une amélioration dans le changement et surtout, en appeler à la solidarité de tous. 1994 doit donc être pour nous tous, et grâce à notre cohésion, l'étape décisive de notre redressement. Vous avez constamment soutenu le gouvernement depuis 8 mois. Je vous en remercie de tout cœur, mais je vous demande aussi de ne pas ménager ce soutien dans l'année qui vient. Disciplinés, les députés et sénateurs ont bien écouté et à la sortie, c'était à qui décernerait la meilleure note. À la fois, le Premier ministre nous a fait un bon bilan, nous a fixé de bons objectifs
Il nous a indiqué, je dirais, une méthode de travail pour nous tous, députés et sénateurs UDF-RPR. Le Premier ministre, aujourd'hui, utilise un ton positif. Comme c'est un homme honnête et loyal, il veut dire la vérité aux Français, mais aujourd'hui, il ajoute la notion d'espoir. Je crois que ce qu'il voulait, c'était démontrer que le contrat qu'il avait passé avec sa majorité avait été tenu. Sur ce premier point, il n'y a pas de problème. Pourtant, les problèmes, il y en a si l'on en croit les députés et les sénateurs. Mais quand ils les évoquent, c'est en toute discrétion, entre deux sandwichs. Il est vrai que si peu qu'on mange, ça soutient. Préoccupation numéro 1 du gouvernement Balladur, la grande bataille du GATT. Après 12 heures de discussion extrêmement serrées entre l'américain Cantor et l'émissaire européen Britain, ces 2 derniers jours à Washington, le contentieux semble loin, très loin d'être résolu. Édouard Balladur a été très clair tout à l'heure devant les députés de la majorité en affirmant « Dans l'état actuel des discussions, nous n'avons rien obtenu de ce que nous avons demandé ». À l'occasion des questions d'actualité cet après-midi, Alain Juppé a promis que la question du GATT serait soumise à un vote. Jean-Michel Mercurol. Sur une question aussi essentielle, qui engage, tout le monde le sait, l'avenir économique, social, culturel de notre pays pour de longues années, il serait légitime, comme d'ailleurs en son temps l'avait fait votre prédécesseur, que vous demandiez à chaque député de s'exprimer, le moment venu, par un oui ou par un non. La réponse est tout à fait claire, elle est positive. Et la représentation nationale sera saisie de cette question. Et c'est très exactement l'esprit du combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Nous ne voulons pas nous laisser enfermer dans un calendrier qui n'est pas le nôtre. Il n'est pas question pour nous d'être mis devant le fait accompli le 13 ou le 14 décembre. Nous devons avoir le temps de saisir la représentation nationale. Alors qu'au Quai d'Orsay, on évoque maintenant plutôt l'organisation d'un simple débat devant l'Assemblée. Le président du groupe RPR à l'Assemblée, Bernard Ponce, a approuvé l'idée d'un vote public. En principe, on le sait, cet accord doit être signé dans 3 semaines, avant le 15 décembre. Côté français, on affirme donc, on l'a vu, que les négociations sont plutôt bloquées, son de cloche quelque peu différent à Bruxelles, où l'on affirme que les États-Unis sont désormais disposés à discuter de la libéralisation du commerce agricole. Autrement dit, Philippe Sassier, ce dossier, c'est de plus en plus la bouteille à l'encre. Une très grosse bouteille à l'encre, en tout cas. Ça bouge. Et tout au long de la journée, Bruno, on a vu déferler un torrent de petites phrases contradictoires. Fin de matinée, Léon Brittan jubile. Je suis optimiste, il y a des possibilités de changer certains aspects de Blair House. Le retour de Washington, il s'était arrêté à Paris spécialement pour rencontrer Gérard Longuet. Celui-ci, interrogé quelques minutes plus tard sur ses propos, répond froidement « Je laisse à sœur Brittan la responsabilité de ces déclarations, une version diplomatique de la fameuse réponse du berger à la bergère. En clair, Paris ne partage pas l'optimisme de sœur Léon. » L'après-midi, douche écossaise. On apprend d'abord qu'il n'y a aucun progrès entre Américains et Européens. Puis ensuite, un peu plus tard, que les Américains seraient prêts à discuter de quoi? De Blair House. À 3 semaines du sprint final, eh bien, les coups sont nombreux dans le peloton des négociateurs. Avant le sprint, 2 étapes importantes. La première, le sommet franco-allemand du 1er décembre prochain. Il est capital. Et puis, la réunion ministérielle le lendemain à Bruxelles, où Sir Léon exposera ses dernières propositions. Et là, c'est là, Bruno, que la vraie bagarre va commencer. Le 2 décembre, c'est l'anniversaire de quoi? Du coup d'État, Austerlitz, voyons. Oui, entre autres. Belle bataille, en tout cas, le 2 décembre, voyez-vous. La SNCF a largement déraillé cette année avec un déficit prévisionnel de près de 8 milliards de francs. Son président, Jacques Fournier, a annoncé aujourd'hui sa volonté de reconquérir la clientèle perdue, et cela grâce à toute une série de mesures qui seront annoncées au tout début de l'année prochaine. Comment la SNCF peut-elle sortir de son train-train? Réponse Yannick Le Tranchant. Le DGV, déficit à grande vitesse, 8 milliards de francs à la fin de cette année, c'est énorme, 10 fois plus que l'an dernier, et 94 ne s'annonce guère mieux, avec un déficit équivalent. Mais attention, une situation peut en cacher une autre. Le transport marchandises et voyageurs est déficitaire d'1 milliard de francs. Mais la SNCF entrevoit déjà le bout du tunnel et un retour aux bénéfices. On veut oublier les malheurs de Socrate, le fameux système de réservation en voiture pour la reconquête commerciale. Les Français aiment leur train. Mais
Comme souvent les gens qu'on aime, ils lui font des reproches. Et tout notre problème, c'est de leur redonner le goût de prendre le train. Et là, on va annoncer effectivement en début d'année une série de mesures portant sur l'accueil, l'information, les conditions d'accès au train, les conditions de régularisation, les tarifs, pour amener davantage de monde au train. Tarifs, vous avez dit tarifs, on n'en saura pas plus pour l'instant, pas de cadeau de Noël en vue, il faudra donc patienter jusqu'en janvier prochain. Et si la SNCF entend rééquilibrer son secteur transport dès l'année prochaine, elle ne se fait guère d'illusions sur son secteur infrastructure. Le trou est de 6,5 milliards. Les coûts de construction et d'entretien sont énormes, les investissements gigantesques, et la SNCF trouve que l'État ne fait pas suffisamment d'efforts pour l'aider. Au procès de Jean-Marie Villemain devant la cour d'assises de Côte-d'Or, les experts en écriture qui se sont succédés aujourd'hui à la barre ont fait passer une bien mauvaise journée à son épouse, Christine. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Gilles Ragris. Depuis le début du procès, Christine Villemain avait pris soin de rester muette et sereine devant les caméras, mais ce midi, il y a eu sa première petite phrase. C'est de nouveau 85. C'est de nouveau 85, l'époque où la presse et la justice étaient après Christine Villemain, parce que des experts en graphologie la désignaient comme étant le corbeau des experts qui, depuis hier, reformulent leurs analyses, celles où ils soulignent des similitudes extraordinaires. Quant aux avocats de Bernard Laroche, ils prennent soin que Christine Villemain soit bien installée pour suivre les dépositions des experts. Je peux carrément aller dans le box, lance-t-elle irritée au président, quelque peu déboussolée. Audience troublante pour les jurés face à 7 experts qui désignent Christine Villemain et 3 autres qui accusent Bernard Laroche. Qui dit vrai? Qui est crédible? La défense, elle, n'a qu'une seule réponse. Christine Villemain a bénéficié d'un non-lieu en février dernier. Et voici que plus le procès avance, plus on s'écarte de ce pourquoi Jean-Marie Villemain est jugé. Mais depuis 3 semaines, le président Olivier Russens ne cesse de répéter qu'il ira jusqu'au bout, qu'il ne voit pas comment on pourrait arrêter cette marche à un moment donné, et qu'il n'y a que comme ça que la vérité puisse être approchée. La défense découvre aujourd'hui les effets pervers de cette nouvelle instruction. Le dossier Grégory est remis à plat à Dijon, et certaines pages noires de l'affaire remontent à la surface. Chronique judiciaire suite, le journaliste de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, a été débouté aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Paris d'une demande de dommages et intérêts présentée contre France 2 et contre un ancien associé de Pierre Botton. Dans l'un de nos journaux télévisés, Daniel Boisson avait expliqué que Pierre Botton utilisait ses liens personnels avec le journaliste pour amener des clients à faire affaire avec lui. Mais Daniel Boisson précisait bien dans ce reportage que le gendre de Michel Noir agissait à l'insu de Patrick Poivre d'Arvor, auquel il n'avait pas dit toute la vérité. Nouvel et timide espoir dans la lutte contre le sida. Selon un laboratoire pharmaceutique britannique, des tests effectués sur un médicament anti-cancer auraient montré qu'il pouvait entraîner la disparition de globules blancs infectés par le virus HIV. Il convient bien sûr de rester très prudent, car cette expérience a été menée en éprouvette. Précision tout de suite avec Jean-Daniel Flézaquier. D'un côté, une cellule normale, de l'autre, une cellule cancéreuse. On administre à ces cellules une substance appelée EF13, qui est une sorte de corps gras. Dans la cellule normale, il ne se passe rien, mais dans la cellule cancéreuse, c'est une autre histoire. EF13 est transformé en une série de produits très toxiques, proches de l'eau oxygénée, qui vont finir par détruire la cellule cancéreuse. Alors les chercheurs britanniques se sont dit, pourquoi ne pas prendre exemple sur l'AZT? L'AZT en 1963 était un médicament anticancéreux. En 1987, il devient un médicament contre le sida. Ils ont donc administré le F13 à des globules blancs infectés par le virus du sida. Et là, heureuse surprise, les globules blancs en éprouvette se détruisent également. Spectaculaire, certes, mais il ne faut pas crier victoire trop tôt, puisqu'il faudra au minimum 18 mois pour passer du tube à essai jusqu'aux premiers essais sur l'être humain. Alors que l'on parle beaucoup actuellement de la détresse des sans-abri, un 8e SDF est mort dans le Val-de-Marne, aujourd'hui victime de la vague de froid. La Fédération générale des pupilles de l'enseignement public organise la semaine de la solidarité. But de cette opération, sensibiliser les jeunes à toutes les formes d'exclusion, les SDF bien sûr, mais aussi les handicapés, souvent marginalisés. Reportage dans le Cher, Marie-Hélène Bonneau, Jean-François Chevet. Il y a 4 siècles, le seigneur de Vogue avait transformé son château en hôpital pour les pauvres. Ici, la solidarité est une tradition. Aujourd'hui, au cœur même du village, un centre spécialisé accueille une quarantaine d'entre eux, totalement intégrés. Ils ont trouvé le gîte, le couvert et surtout un travail. Sans eux, ces écoliers de la région ne déjeuneraient pas. Ce sont les handicapés qui assurent les cantines. On mange lentilles, salsifis. Un repas qu'ils vont prendre tous ensemble.
Mais c'est surtout l'occasion pour les enfants d'une rencontre avec des gens différents, des gens qu'ils apprennent à respecter. Ça les occupe, c'est mieux, au lieu qu'ils restent chez eux à rien faire. Qu'est-ce que c'est la solidarité? Pas du tout. Vous l'avez jamais entendu? Si, j'ai déjà entendu ce mot-là. Et ça reste un mot compliqué, mais en vivant cette expérience tous les jours, ces enfants pratiquent la solidarité, sans le savoir. Et puis, il y a ceux qui découvrent l'endroit, comme ces jeunes en classe verte. Pour quelques jours, ils sont nourris et logés ici. Je vois aucune différence, je vois pas pourquoi d'ailleurs. Parce que ce sont des personnes un peu anormales qu'on doit dire que l'endroit est différent que les autres, c'est pareil. Le centre fonctionne en effet comme une entreprise. Les employés mettent juste un peu plus de temps pour effectuer leurs tâches. En cuisine, les handicapés, encadrés par un chef cuisinier, confectionnent une centaine de repas par jour. Des plateaux sont livrés chez les personnes âgées, solidarité toujours. Christelle et Suzanne, elles, sont chargées du ménage. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Oui, 43 ans. 3 ans. Et ça va? Oui, on est bien. Tiens. En tout, 38 handicapés adultes vivent dans le centre de Vogue. Ici, ils gagnent leur vie. Ils ne sont pas exclus, ils sont utiles. Tout est réuni pour leur donner une vraie dignité. Des centrales nucléaires produisant une énergie inépuisable et presque sans risque. Cette proposition tout à fait révolutionnaire a été présentée aujourd'hui à Genève par le directeur du CERN, l'italien Carlo Rubbia, ancien prix Nobel de physique. Est-ce trop beau pour être vrai? Réponse Philippe Dumez. Tchernobyl, avril 86, le cœur du réacteur numéro 4 explose. La cause, une réaction en chaîne incontrôlée. Les barres de contrôle n'ont pas pu empêcher les neutrons de s'emballer. Dans les réacteurs actuels, ce sont en effet les neutrons qui cassent les atomes d'uranium pour produire de l'énergie. Toute la réaction nucléaire se déroule dans le cœur même du réacteur. Avec l'invention de Carlo Rubbia, Tchernobyl ne sera plus possible. Il s'agit simplement de produire ces neutrons à l'extérieur et donc de les contrôler plus facilement. Les spécialistes auront compris qu'on utilisera un accélérateur de particules situé à l'extérieur du réacteur pour fournir les neutrons. Ensuite, on utilisera comme combustible du thorium et non de l'uranium. La charge sera de ce fait sous-critique, c'est-à-dire incapable de se déchaîner en explosant. Sur Terre, on trouve beaucoup plus de thorium que d'uranium. Autre avantage, les déchets radioactifs sont moins importants, en particulier le plutonium. En clair, ce nouveau réacteur nucléaire serait beaucoup plus sûr à tout point de vue. Inconvénient du système, comment passer de l'extérieur à l'intérieur du réacteur en marche? Comment refroidir le cœur? Comment prévenir la défaillance du matériel? Et enfin, cette machine sera-t-elle économiquement rentable? Mais le jour où cela marchera, le monde aura peut-être une énergie éternelle. Ouverture au Bourget du 8e salon Millipol, Milli comme militaire et Pol comme police. En quelque sorte la vitrine des dernières nouveautés en matière de sécurité. Salon réservé bien sûr aux professionnels, policiers d'élite, gendarmes et vrais faux espions viennent y faire leurs petites emplettes. Reportage de nos agents 000, Christophe Tortora et Roger Motte. Cher petit Papa Noël, au salon du jouet pour grandes personnes, j'ai d'abord été attiré par cette voiture télécommandée anti-bombe. Un grand classique. Est-ce que ça vous plaît comme jouet? Oui, je trouve que mes enfants m'envieraient certainement. Au rayon des nouveautés, peu nombreuses cette année, j'ai tout de même déniché un logiciel qui va me permettre de dessiner sur mon ordinateur un portrait robot en moins de 30 minutes. Ou encore, cette drôle de machine qui vole pour me rapprocher un peu de toi tout au long de l'année. Certains pensent l'utiliser pour surveiller à basse altitude les frontières. Plus classique, tu peux m'offrir une de ces jolies panoplies ou encore cette mallette du parfait petit espion. Une caméra à l'avant, une caméra en dessous. Tu connais mon goût pour les armes à feu. Ici, j'en ai vu de toutes les sortes, pistolets, revolvers, carabines, fusils, mitraillettes. Mais celle que je préfère, et toi tu comprendras aisément pourquoi, c'est celle-ci. Pas de quoi pourtant remonter le moral des professionnels. Même dans ce métier, la crise a quelque peu fait son apparition. Pleine dépression. Ça se vend pas. Et même si certains prient pour que personne ne se serve de ces beaux jouets, j'espère que toi tu trouveras ici mon bonheur,
je t'embrasse, ton petit Rambo qui t'aime. À Bordeaux hier soir, les supporters allemands ont dû boire pour oublier la défaite de leur équipe de Karlsruhe 1-0 face aux Girondins qui ont en quelque sorte assuré le service minimum en match aller des huitièmes de finale de la Coupe UEFA. Commentaire François Brabant. Le football français avec les Girondins de Bordeaux, franchement, c'est épatant. Le football français avec Gaëtan Huard, c'est le calme et le sang-froid. Le football français avec Christophe Dugarry, c'est l'audace et l'élégance. Le football français, quand il est joué comme ça, il fait même paniquer les gardiens étrangers. Le football français, il aurait bien pu, certes, prendre une petite leçon de jeu collectif sur cette action, mais Schmitt n'a pas marqué. Non, c'est Bordeaux qui a marqué, car le football français avec Zidane, c'est la maîtrise des coups francs. 1-0, score final. Hier soir, la qualité du jeu était française. Et si l'écart n'est pas bien grand avant le match retour en Allemagne, qu'importe, ce match-là était bien agréable à regarder. Amoureux d'Edith Piaf et de Paname, le New-Yorkais d'origine basque Willy DeVille sort son 10e album, une sorte de bilan de 16 années de carrière. Album enregistré en public et à l'Olympia, salle fétiche entre toutes. Louis Carzou et Bernard Puissesseau ont rencontré le dandy du rock latin. Paris, c'est un peu une fille sublime, hors de portée. Elle a eu tous les artistes. Tous sont venus, puis repartis. Moi, j'aimerais danser avec elle, juste une fois. Lorsque Willy DeVille improvise un blues bercé par la Seine, ça n'a rien d'artificiel. Le nomade, désormais installé à la Nouvelle-Orléans, celle qu'il surnomme la petite sœur de Paris, a tout connu dans la capitale. La solitude, la galère, mais aussi la chaleur de l'Olympia. D'habitude, je suis tout à fait contre ce genre de grands enregistrements publics. C'est encore plus ringard qu'à Broadway. Vous savez, moi j'aime le rock'n'roll qui sent la sueur, crasseux. C'est ça le rock. Mais cette fois, je crois, j'ai tellement attendu avant de faire ce disque en public. Alors quand je me suis décidé, je me suis dit, allez, tant pis, faisons-le ce disque. Résultat, l'écorché vif nous offre un album bilan de 16 ans de carrière où se mêlent les ballades du chat bleu inspiré de Paname et les succès tels que la reprise avec mariachi du standard de Jimi Hendrix, Hey Joe. Et il n'y a vraiment rien de tel que ce genre de cadeau pour entretenir une passion. Je vous propose de terminer ce journal par une autre balade au fil de l'eau, cette fois le long du canal Saint-Martin qui brille pratiquement comme un sous-neuf après 3 mois de nettoyage et de modernisation de ses écluses. Promenade superbe et romantique signée Alain Doubeski et Jean-Louis Boussert. Le début du voyage en plein Paris commence dans le port de l'Arsenal entre la Bastille et la Seine. Les bateaux vont tout d'abord s'enfoncer dans le noir. 2 kilomètres de tunnel qu'il a fallu renforcer avec 12 000 mètres cubes de béton. Ce n'est pas très poétique, mais la nostalgie devait passer par là. On revoit le soleil vers le faubourg du Temple, là où Paris se donne des faux airs de Venise du Nord. Les écluses ont été rénovées, les crémaillères ont cédé la place aux vérins hydrauliques. Les passages, aujourd'hui, sont plus rapides pour ceux qui ont envie de changer d'air. J'ai besoin de changer l'atmosphère, et moi l'atmosphère, c'est toi. Atmosphère! Atmosphère! Qu'est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Pour que les poètes, les rêveurs, puissent encore s'inspirer de ces berges,
Pour que les amoureux trouvent longtemps un cadre à la hauteur de leur serment, il a bien fallu que d'autres travaillent et prennent soin du canal. C'est ce qui a été fait au mois d'août dernier. Le canal ordonné par Napoléon est sans doute le chemin le plus déroutant qui relie le passé au futur, la vieille Bastille au parc de la Villette. Cette toute dernière information, alors que vous êtes à table, pour la plupart, en Équateur, un certain nombre d'enseignants font actuellement une grève de la faim pour demander une augmentation de leur salaire. Et pour bien montrer au gouvernement local sa détermination, l'un d'entre eux s'est fait coudre les lèvres et attacher les mâchoires avec du fil chirurgical. Vers 20h50, votre téléfilm du mercredi, Tout en tendresse. 22h25, très beau documentaire sur la découverte du nouveau Louvre qui, entre parenthèses, sera à nouveau ouvert gratuitement les dimanches 5 et 12 décembre. Conseil d'amis, éviter le parking du nouveau Louvre, l'expression totale du génie française. Vers minuit, le dernier journal en compagnie de Catherine Sellac. Bonne fête aux Flore et aux Flora. Dans un instant, la météo, signée ce soir Nathalie Riouet. La vague de froid continue, soleil à l'ouest et nuages à l'est. Excellente soirée, à demain 20h, bonsoir. Merci. Envoyé spécial à Cuba, des centaines de jeunes Ukrainiens irradiés sont soignés sous le soleil des Caraïbes. On les appelle les enfants de Tchernobyl. Envoyé spécial est le monde des malentendants, l'histoire d'une jeune femme qui va sortir du silence grâce à la chirurgie, courage, espoir et émotion. Envoyé spécial est la vivisection. Faut-il utiliser les animaux pour les expériences de laboratoire? Entre cruauté et nécessité scientifique, l'enquête chez les partisans et les adversaires de cette pratique. Envoyé spécial, c'est jeudi 20h50 sur France 2. Et si la couleur de votre journée dépendait du choix de votre chemise? Il y a des chemises qui parlent de vous, Pierre Clarence. Maintenant, fini de gratter les taches. Je me croise les bras. Le nouveau Monsieur Propre Gel Liquide décolle les taches à ma place. Ça brille et ça désinfecte. Nouveau Monsieur Propre Gel Liquide. Touche Optima pour réduire le bruit sans réduire l'efficacité. Position pose confort. Panier porte-sac. Extrême de Roventa. Roventa pour tous les jours et surtout pour des années. Les cheveux ternes, fatigués, non merci. Moi, je veux qu'ils brillent de santé. Voici Performance Hydratance, innovation des laboratoires de L'Oréal. Pour la première fois dans un shampoing, des hydrocapteurs, puissantes molécules hydratantes pour ressourcer quotidiennement vos cheveux. Résultat, leur brillance. Avec Performance Hydratance, mes cheveux gardent leur équilibre naturel d'hydratation. La preuve, leur brillance éclatante. Performance Hydratance de L'Oréal, la science extrême du cheveu. Chaque jour, la route vous rappelle combien il est préférable de rouler en 405. Peugeot 405, un talent fou.
gagne. Ah, vieille branche, 40 ans déjà. Bon anniversaire. Interflora, la plus sûre façon d'être là. Il existe une machine d'une incroyable complexité. Une machine dont l'activité ne s'arrête jamais. Une machine parcourue par 200 km de canalisation. À la mondiale, nous avons choisi depuis 1905 de n'assurer que cette machine. Et cette machine, c'est l'homme. La mondiale, nous n'assurons que l'homme et c'est déjà beaucoup. Je gage sur ma foi que ce donjon doit contenir bien autre chose que de l'air. Mystère au monastère. Précipités dans le vide, saignés comme des cochons, empoisonnés par d'étranges potions, moines et moignons tombent comme des mouches. Dans l'abbaye, ça fait désordre. Celui-là jette la corde. Il ne s'est pas suicidé. Sherlock en robe de bure, Sean Connery traque le crime dans le secret des labyrinthes. Jeudi 20h50, Le nom de la rose. Le super polar médiéval signé Jean-Jacques Hano sur France 3. Les pistes étant gelées, les galopeurs avaient dû céder leur place aux trotteurs cet après-midi. Favori de l'épreuve d'ouverture, Double Amour semble bien parti pour ouvrir son palmarès, mais il se trompe dans ses allures près du poteau, ce dont sera profité Dr Jones. Michel Roussel, juge aux allures, nous explique les raisons de ce distancement. Alors Double Amour, son cas, il s'est légèrement mis au traquenard dans les dernières foulées. Il a été au traquenard jusqu'à temps qu'il prenne le galop, si vous voulez. C'est souvent une allure qui emmène vers le galop. Le traquenard est le déséquilibre de l'arrière-main. Il y a un postérieur qui prend du retard sur l'autre, ce qui donne une allure déséquilibrée. Et on le voit très bien sur les films. Et c'est répréhensible, bien sûr. C'est-à-dire que les postérieurs galopent, au contraire des antérieurs. Voilà, les postérieurs galopent et les antérieurs continuent de trotter. Comment peut-on expliquer qu'un cheval se mette au traquenard dans un parcours? C'est toujours soit une petite douleur quelque part, soit une souffrance parce que le cheval est fatigué et donc il essaye de se soulager d'une façon ou d'une autre. Donc on peut toujours essayer d'y remédier? Ah tout à fait, on peut essayer d'y remédier. Quand on reprend son cheval en principe, il retrouve des allures plus correctes. On se bousculait au portillon du Quintet puisque 20 compétiteurs de 6 et 7 ans avaient fait acte de candidature. Les choses sérieuses n'ont véritablement commencé qu'à mi-montée, à 800 mètres de l'arrivée, lorsque Val-de-Lara, le numéro 14, se décide à passer à l'offensive en compagnie de Valoïd, le numéro 6, le grand favori de cette compétition. Et après une sévère empoignade tout au long de la ligne d'arrivée, Valoïd aura raison de son rival. Uvaïursi, constant figurant, obtient la 3e place devant Volcanique et Ufloris, qui contient jusqu'au bout le retour de Versailles-du-Pont. Une 6e victoire d'affilée aux 3 attelés pour Valoïd et Alain Laurent. Avec la présence à l'arrivée du grand favori, il ne fallait pas s'attendre à de gros rapports. En ce qui concerne le tiercé, seulement 1482 francs pour l'ordre. Un peu plus de 8500 francs, toujours dans le bon ordre, pour le Quartet Plus. Quant au Quintet Plus, seuls 6 parieurs ont eu le nez fin, qui empochent pour la combinaison 6, 14, 3, 10 et 8, 553 850 francs. Il y aura un tiercé Quartet Quintet Plus demain après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes dans le prix du Languedoc avec des trotteurs âgés de 6 et 7 ans, une vingtaine de concurrents pour s'affronter sur 2800 mètres et voici mes préférés. Varus de Courbure le 12, Vamour le 9, Valseur Barbès le 13, Vénus du Plessis le 8, Vladipost le 10, Ufa le 20, Urs d'Erevan le 18 et Unaganga le 16. Une épreuve que vous pourrez suivre en direct sur cette antenne à partir de 15h40. Bonsoir. Samedi soir, Frédéric Mitterrand mijote une soirée aux Petits Oignons pour Pierrot le poète. C'est là du monde, hein, Pierre? Et tous ses amis sont au rendez-vous. Alors j'ai envie de t'en dire merci. Même les plus inattendus. Voilà, allez, venez, je vous emmène. Salut Pierrot. Des surprises très stars pour une soirée inoubliable. C'est Votre vie avec Frédéric Mitterrand et Pierre Perret, samedi à 20h50 sur France 2. Depuis des milliers d'années, les volcans d'Auvergne bercent l'enfance de la Terre. Ils enrichissent chaque jour l'eau de Volvic des plus précieux éléments de cette jeunesse, les oligo-éléments, pour que chacun d'entre vous puisse mettre sa jeunesse en éveil.
Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Avez-vous déjà pensé à toute la bonne énergie qu'il y a dans Nutella? Toutes ces noisettes qui donnent de l'énergie pour penser. Et tout ce bon lait, de l'énergie pour se dépenser. Nutella contient des ingrédients naturels et savoureux, sans colorant ni conservateur. C'est comme ça que doit être un aliment aujourd'hui, délicieux et nutritif. Nutella, mieux pour penser et se dépenser. Madame, Monsieur, bonsoir. La vague de froid va continuer. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, on a pu bénéficier d'un très léger radoucissement. Ce léger radoucissement va se poursuivre demain, mais à partir de vendredi prochain, les températures vont stagner pour redescendre samedi. Alors vous le voyez, rien de très réjouissant en perspective. Par ailleurs, les risques de verglas vont eux aussi persister près des frontières du nord-est. Regardez l'image satellite. Sur la moitié nord, nous subissons toujours l'influence de l'anticyclone installé sur le nord de la Russie et qui dirige donc de l'air sibérien sur la moitié nord du pays, malgré ce léger radoucissement, un radoucissement que l'on doit à cette dépression qui est installée sur la Méditerranée, que l'on va voir d'un petit peu plus près, car elle est à l'origine de remontées de masses nuageuses qui circulent du sud-est vers le nord-est du pays. Ces masses nuageuses ne sont pas très actives, elles ont donné quelques pluies, mais ces pluies, en tombant sur un sol très froid, se transforment en verglas, d'où le verglas aujourd'hui et notamment ce matin sur la région Rhône-Alpes et le nord-est. Nous avons eu en revanche de belles apparitions du soleil sur le nord-ouest, sauf sur les côtes de la Manche, également sur le sud-ouest du pays. Donc demain à la mi-journée, après dissipation des brouillards matinaux, le soleil va s'imposer sur toute la moitié ouest du pays. Le matin, quelques pluies verglaçantes sur la Picardie, la Champagne, les Ardennes, l'Alsace et la Lorraine. Et puis un temps qui restera très nuageux tout au long de cette journée sur une large moitié est du pays, également au sud-est, sans oublier ces risques d'averses qui persistent sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Entre Corse et continent, il y aura du vent, un fort vent de secteur nord-est à 80 km à l'heure en rafale. Alors les températures en très légère hausse, vous l'avez compris, elles restent inférieures de 4 à 5 degrés aux normales saisonnières. Au lever du jour, elles s'échelonneront de -5 à 4 degrés sur la moitié nord et de -1 à 8 degrés sur la moitié sud. L'après-midi, nous allons encore gagner quelques degrés, entre 1 et 9 degrés au nord de la Loire et de 5 à 14 degrés sur la moitié sud. Hors de nos frontières, le temps est également à la neige à Copenhague avec -1 degré, -9 degrés à Moscou où le temps est très nuageux, beaucoup de nuages aussi à Prague, -2 degrés, du soleil à Berlin avec -2 degrés, plus au sud de la pluie à Rome, 13 degrés, des averses à Alger et Tunis avec 18 et 19 degrés. Allez, le clin d'œil de la météo, je vous présente ce soir Suki. Ce bébé otari de Californie est âgé de presque 6 mois. Il est né au Marineland d'Antibes et a pris son indépendance depuis peu de temps. Cela dit, Suki est encore allaité par sa mère, Maisie, sous le regard distant de son père Honey. Il ne manque jamais l'occasion de s'amuser seul, avec n'importe quoi. Là, il est en train de jouer avec un marron trouvé dans le bassin et cela va durer toute la matinée. Tout ceci sous le regard de Benjamin, un petit garçon âgé de 3 ans qui observe avec beaucoup d'attention et d'envie Suki, avec qui il aimerait bien rentrer en contact et faire connaissance. Et malgré les vitres d'observation du bassin qui les séparent, les liens ont l'air de se tisser. On termine avec l'éphéméride. Nous serons demain le jeudi 25 novembre. Bonne fête aux Catherine. Le soleil va se lever à 8h15 et se coucher à 16h59. Excellente soirée sur France 2. Je vous retrouve demain soir. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Isabelle Martinet pour la première météo à 7h-5. Ce sera dans Télématin aux côtés de William Emergy. Merci, bonsoir, à demain soir. Darty, le contrat de confiance. Sur les ailes de l'imaginaire, entre rêve et réalité, partez à la découverte d'un lieu unique et magique, le Louvre. Le Louvre imaginaire, ce soir dans Première Ligne, à 22h25 sur France 2. Oh. Mais c'est vrai,
Non seulement les pastilles Vicks adoucissent la gorge, mais en plus, elles dégagent le nez. Médicament Vicks, quel soulagement. Pour une peau plus éclatante, plus jeune, le laboratoire Vittel a fait une extraordinaire découverte. Les sels minéraux de Vittel, idéalement dosés par la nature, améliorent de 45% le renouvellement cellulaire. Aujourd'hui, en les intégrant dans des crèmes de soins, Vittel crée une nouvelle ligne de soins pour le visage. Enfin régénérée, la peau paraît plus jeune. Ligne de soins du laboratoire Vittel, la régénération active pour la jeunesse de la peau. La juste sèche, les sèches, juste sèche. Non? Touche Optima pour réduire le bruit sans réduire l'efficacité. Position pause confort. Panier porte-sac. Extrême de Roventa. Roventa pour tous les jours et surtout pour des années. Il y a eux, il y a nous, il y a eux et nous. Il y a nous sans eux, il y a eux sans nous. Mais c'est moins bien que nous deux. Nous, eux, nous. Et puis pour notre joie à nous, pour leur bien-être à eux, il y a Friskies. Des aliments, des produits de soins, des accessoires. Pour eux, Friskies. Parce que c'est eux, parce que c'est nous. Zanussi, une technologie éclairée. Ford lance les Fiesta Newport. Direction à pas variable pour une conduite plus légère. Harmonie d'une nouvelle ligne. Bouclier couleur carrosserie. Choix d'une nouvelle gamme. Avec les Fiesta Newport, changez pour un nouveau style. Les succès de la collection Vellebrard. 3 vidéos pour la famille. 3 cadeaux pour les fêtes. Le loto, qui sait ce que vous ferez quand vous aurez gagné? Bonsoir, bienvenue au second tirage du loto de ce mercredi 24 novembre 1993. Le 11. Le 35. Le 8. Le 14. Le 20.
le 23, numéro complémentaire, le 36. Pour ce second tirage du loto, les numéros gagnants sont 11, 35, 8, 14, 20, 23 et le numéro complémentaire 36. Retrouvez les rapports des deux tirages de ce soir, demain à 7h10 dans Télématin et à 12h55. Rendez-vous samedi pour le prochain tirage. Bonne soirée sur France 2. France 2, avec Monsieur Bricolage, partenaire de votre soirée. Reine de l'histoire, reine de l'écran, Ève Ruggieri évoque pour nous ces grands destins qui nous ont toujours fait rêver. Musique The Cœur des Reines rend un hommage vibrant aux nouvelles princesses lyriques et à toutes les souveraines qui ont marqué nos mémoires. Musique The Cœur des Reines, présentée par Ève Ruggieri, dimanche à 22h30 sur France 2. Tout de suite, après le journal de la nuit, le cercle de minuit, présenté par Michel Field. Bonsoir. En Grande-Bretagne, le verdict est tombé. Les deux enfants de 11 ans, auteurs du meurtre du petit James, 2 ans, ont été reconnus coupables. La colère des mineurs a entraîné des actes très violents à Metz. Une quarantaine de membres des forces de l'ordre ont été blessés. Trahir est un film politique roumain qui sort aujourd'hui au cinéma. L'une de ses interprètes est française, Mireille Perrier. Elle est avec nous pour nous en parler. On commence par le football avec un nouveau succès pour la France. Monaco est net vainqueur ce soir du Spartak Moscou. 4-1, c'est le résultat. Hier, Bordeaux, en Coupe de l'UEFA, avait battu les Allemands de Karlsruhe 1-0. De quoi redonner un brin de morale au football français qui en a bien besoin. Christophe Duchiron. En football, il faut gagner. Les Monégasques l'ont fait. Ils sont formidables. Ikpeba entre dans la surface de réparation. Il en ressort avec le sourire. Grâce à une jolie frappe, Jürgen Klinsmann n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts. Monaco mène 1-0.
Un peu plus tard, ce défenseur russe joue avec le feu. Ikpeba lui brûle la politesse. Ikpeba entre dans la surface de réparation. Il en ressort avec le sourire, décidément. Et 2 petites bises pour le public. 2-0 à la mi-temps, les Russes n'en font pas une montagne et Pissarev réduit le score. Mais pour son premier match en Ligue des Champions, Monaco a décidé de briller. Chiffre pour Klinsmann, talonnade, Dumas s'écroule, penalty. Djorkaeff passe par là, ça fait 3-1. Et pour conclure l'affaire, une chevauchée fantastique. Chifo a donné à Thuram. Thuram arrive avant tout le monde. Score final 4-1. Les Monégasques ont gagné. Ils sont formidables. Le verdict du procès de Preston en Grande-Bretagne a été connu ce soir. Les 2 enfants qui avaient tué le petit James le 12 février dernier ont été reconnus coupables de meurtre et d'enlèvement à l'unanimité par les 12 jurés. Ils ont été condamnés à une détention illimitée. Le compte-rendu avec Christian Marémono. Après avoir délibéré toute l'après-midi, le jury, à l'unanimité, a estimé que les 2 jeunes meurtriers, Robert et John, étaient tous les 2 coupables de l'enlèvement et de l'assassinat du petit James. Ils sont condamnés à la prison à vie, selon la volonté de la reine, ce qui signifie qu'ils pourraient être libérés dans 12 ou 15 ans. John, qui a avoué, s'est effondré en larmes. Robert n'a montré aucune émotion. Les parents de la petite victime étaient présents au tribunal. Difficile de traduire leurs sentiments ce soir. Autour de la cour d'assises, on est soulagé et bouleversé. Je pense qu'ils ont fait vraiment une chose horrible. J'ai toujours pensé qu'ils étaient coupables. 3 semaines d'un procès hors du commun. Personne ne pourra oublier l'âge de la victime, 2 ans, ni la sauvagerie des meurtriers qui avaient 10 ans au moment des faits. L'autre procès, c'est celui de Jean-Marie Villemain à Dijon. Mais aujourd'hui, le soupçon a rattrapé Christine Villemain. Les experts entendus au cours de l'audience ont jeté de nouveau le trouble sur l'auteur des lettres anonymes du Corbeau. Dominique Verdeillan. Depuis le début du procès, Christine Villemain avait pris soin de rester muette et sereine devant les caméras, mais ce midi, il y a eu sa première petite phrase. C'est de nouveau 85. C'est de nouveau 85, l'époque où la presse et la justice étaient après Christine Villemain, parce que des experts en graphologie la désignaient comme étant le corbeau, des experts qui, depuis hier, reformulent leurs analyses, celles où ils soulignent des similitudes extraordinaires. Quant aux avocats de Bernard Laroche, ils prennent soin que Christine Villemain soit bien installée pour suivre les dépositions des experts. Je peux carrément aller dans le box, lance-t-elle irritée au président, quelque peu déboussolée. Audience troublante pour les jurés face à 7 experts qui désignent Christine Villemain et 3 autres qui accusent Bernard Laroche. Qui dit vrai? Qui est crédible? La défense, elle, n'a qu'une seule réponse. Christine Villemain a bénéficié d'un non-lieu en février dernier. Et voici que plus le procès avance, plus on s'écarte de ce pourquoi Jean-Marie Villemain est jugé. Mais depuis 3 semaines, le président Olivier Russens ne cesse de répéter qu'il ira jusqu'au bout, qu'il ne voit pas comment on pourrait arrêter cette marche à un moment donné, et qu'il n'y a que comme ça que la vérité puisse être approchée. À Metz, je vous le disais en titre, de violentes manifestations des mineurs des houillères du bassin de Lorraine. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait une 40aine de blessés parmi les CRS, dont 2 graves. Beaucoup de dégâts matériels à l'hôtel de région, siège du Conseil régional, dont le président est Gérard Longuet, qui est aussi ministre de l'Industrie. Et à l'Assemblée nationale, cet après-midi, il a déclaré que le gouvernement méritait une autre attitude et un autre comportement. Les explications de cette colère des gueules noires avec Éric Meunier. Ils sont encore 30 000 et ne veulent pas mourir. La quasi-totalité des gueules noires, les derniers mineurs de France, ont débrayé aujourd'hui. C'est ici à Metz que la journée d'action a été la plus chaude. Des incidents ce matin entre 2000 manifestants et les forces de l'ordre, une 40aine de blessés, en majorité des policiers. La France ne consomme plus que 32 millions de tonnes de charbon par an. Un tiers à peine sort du sous-sol français. Le reste, c'est ce minerai que les gueules noires appellent exotique, importé via Rotterdam, de Colombie, des États-Unis ou d'Australie à meilleur prix. Ce matin, sur le port d'Illange, en Lorraine, ils sont allés incendier les stocks et dévaster les installations. Il y en est marre avec ces stocks d'importation, c'est le charbon de la misère, c'est le charbon de la honte. La France, pays des droits et de la liberté, on est en train de mettre toute une région au chômage. Ça, c'est nos emplois. Ici, on est en train de tuer nos emplois, on est en train de tuer le bassin houiller, c'est tout. Le charbon, mais aussi l'uranium ou la potasse. Metz, mais aussi Angers ou Mulhouse. Partout,
Les mineurs ont défilé. Leur revendication, le respect de la parole donnée, celle de l'État, qui voudrait hâter les suppressions de postes, qui voudrait aussi faire des mineurs des salariés comme les autres, en supprimant leur régime social très avantageux. Autre chose qu'un barreau d'honneur, sans doute pas. Leur disparition est programmée depuis longtemps et il n'y aura plus un seul mineur en France en 2005. D'autres informations sociales, à commencer par un sursis pour le personnel de Moët et Chandon. La Cour d'appel de Reims annule le plan social. Laurent Ribado-Dumas. La Cour d'appel de Reims a confirmé aujourd'hui l'annulation du plan social chez Moët et Chandon. Ce plan, annulé en août, prévoyait 245 suppressions d'emplois dans la célèbre maison de Champagne. La direction le justifiait par un effondrement des marges de l'entreprise provoqué par la baisse des ventes. Les dirigeants de Moët et Chandon n'en ont pas moins annoncé ce soir qu'ils allaient proposer un nouveau plan d'adaptation des ressources humaines. Ouverture des négociations à la société aquitaine de fonderie automobile Sadefa, installée dans le Lot-et-Garonne. Cette entreprise est paralysée depuis bientôt 3 semaines par une grève avec occupation des locaux. Les salariés protestent ainsi contre un projet de suppression de 151 emplois sur un effectif global de 920 salariés. La fonderie avait été évacuée lundi par les forces de l'ordre. La Belgique, paralysée aujourd'hui par un mouvement social. Pas de train et d'avion, l'accès aux banques, aux écoles et aux grands magasins était souvent bloqué par les grévistes. Des coupures ont affecté la télévision. C'est la 3e fois en moins de 2 semaines que les salariés cessent le travail. Ils entendent ainsi protester contre un plan gouvernemental qui prévoit un gel des salaires, une hausse des impôts indirects et une diminution des dépenses sociales. Politique, le Conseil constitutionnel a invalidé l'élection du député UDF de Paris, Jean-Pierre Bloch, pour dépassement de son compte de campagne et l'a déclaré inéligible pendant 1 an. Édouard Balladur réclame le soutien de tous les parlementaires, RPR et UDF. Le Premier ministre a défendu le bilan de son action depuis mars devant les sénateurs et députés de la majorité à la Maison de la Chimie à Paris. Il a affirmé que l'un des mandats essentiels du gouvernement est d'éviter une France à 2 vitesses. C'est la société pétrolière Elf Aquitaine qui sera la première entreprise nationalisée à être privatisée. En début 1994, elle le sera vraisemblablement en plusieurs temps. Querelle de chiffres à propos de la SNCF. Nicolas Sarkozy, le ministre du Budget, annonçait hier 10 milliards de déficit. Son président Jacques Fournier parle seulement aujourd'hui de 8 milliards. Cela dit, le trou est important. Il va falloir le combler, d'autant que le nombre des usagers est en baisse. La SNCF va devoir s'employer à les attirer de nouveau. Voyons comment avec Yannick Le Tranchant. Le DGV, déficit à grande vitesse, 8 milliards de francs à la fin de cette année, c'est énorme, 10 fois plus que l'an dernier et 94 ne s'annonce guère mieux avec un déficit équivalent. Mais attention, une situation peut en cacher une autre. Le transport marchandises et voyageurs est déficitaire d'1 milliard de francs. Mais la SNCF entrevoit déjà le bout du tunnel et un retour aux bénéfices. On veut oublier les malheurs de Socrate, le fameux système de réservation en voiture pour la reconquête commerciale. Les Français aiment leur train. Mais, comme souvent les gens qu'on aime, ils lui font des reproches. Et tout notre problème, c'est de leur redonner le goût de prendre le train. Et là, on va annoncer effectivement en début d'année une série de mesures portant sur l'accueil, l'information, les conditions d'accès au train, les conditions de régularisation, les tarifs, pour amener davantage de monde au train. Tarifs, vous avez dit tarifs, on n'en saura pas plus pour l'instant, pas de cadeau de Noël en vue, il faudra donc patienter jusqu'en janvier prochain. Et si la SNCF entend rééquilibrer son secteur transport dès l'année prochaine, elle ne se fait guère d'illusions sur son secteur infrastructure. Le trou est de 6,5 milliards. Les coûts de construction et d'entretien sont énormes, les investissements gigantesques et la SNCF trouve que l'État ne fait pas suffisamment d'efforts pour l'aider. Notre coup de cœur cette semaine, le film Trahir d'un jeune réalisateur roumain, Radu Mireleanu, j'y arriverai, qui a été primé au Festival de Montréal. Et c'est l'histoire d'un poète condamné à une lourde peine de prison pour avoir écrit un article dénonçant les crimes staliniens. Après 11 ans de détention et une tentative de suicide, un inspecteur de la Securitat lui met un marchand en main, la liberté contre des renseignements. Il accepte et devient un traître parmi les traîtres. Tout le film donc tourne autour de sa culpabilité à collaborer avec un régime qu'il dénonce par ailleurs dans ses écrits. Voici quelques très courtes séquences pour sentir le climat. Il était une fois un grand méchant loup. Il était une fois un grand méchant loup. Qui tuait son peuple
son mauvais goût. C'était lui le berger de ses pauvres moutons. C'était lui le berger de ses pauvres moutons. Grand méchant loup et roi de tous les cons. Grand méchant loup et roi de tous les cons. Et le papa du con quand il m'a tout cru pouvoir réunir dans le royaume du loup. Mais les chiens mangeaient son âme de poète, le laissant hennir des vers qu'on opérette. Mireille Perrier, bonsoir. Vous êtes l'interprète dans ce film, vous êtes Laura, la femme donc du personnage principal. Vous-même, vous avez connu la détention politique dans ce film. Vous êtes la seule actrice française. Est-ce que vous savez pourquoi en fait on vous a choisi, vous, plus qu'une autre? Je crois que Radu, en fait, lui qui connaissait la Roumanie, il a certainement essayé de penser à une actrice par rapport à la personnalité roumaine, comme ça. Et je crois qu'il s'est dit, bon, elle peut jouer une Roumaine. Et puis aussi, je pense aussi par rapport à mon visage, il a pensé que je pouvais vieillir facilement, puisque dans le film, elle vieillit jusqu'à 50 ans. Oui, d'ailleurs, dans ce film, vos traits sont vieillis, vos cheveux sont blanchis. Est-ce que c'est pas un petit peu difficile à supporter? Ah non, pas du tout, au contraire. C'était la première fois? Oui, oui. Alors, quelles ont été vos impressions? Vous ne connaissiez pas la Roumanie jusqu'à présent, vous y avez passé plus d'1 mois et demi au cours de ce tournage. Est-ce que ça a été un tournage facile, difficile, et quelles sont les impressions que vous avez retenues? Ça a été un tournage difficile, parce que les conditions étaient rudes, beaucoup d'heures, les techniciens ne travaillent pas de la même façon qu'en France. En plus, on devait se mettre un peu à leur diapason, c'est-à-dire par rapport à des régimes sociaux et tout ça. Et c'était dur parce que... Mais la Roumanie en elle-même, pour moi, ça a été une grande expérience. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait changer profondément, quoi. De découvrir ce pays avec des gens vraiment fabuleux. Mais pas facile à connaître parce que très, très renfermé comme ça, et puis, mais très, très riche intérieurement, quoi. Alors, vous aviez des doutes au moment du film, est-ce que vous en avez toujours en ayant vu le résultat? Non, 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 maintenant j'ai été convaincue. C'est vrai que j'ai traversé une période de doute comme ça, mais je trouve que Radu est bien retombé sur ses pattes, quoi. Il y a même un réalisateur qui au départ vous a dissuadé de tourner ce film. Vous êtes au courant? Oui, c'est vrai, parce qu'il pensait qu'on n'apprenait rien dans les films et qu'en tout cas la Roumanie ne pouvait pas intéresser les gens. Et je trouve que le film démontre le contraire. Le film arrive très très bien à nous faire passer l'intensité des rapports et à un niveau humain, comment on peut subir toute une espèce de pression politique. Et ça, je trouve que, parce que c'est son histoire et que Radu la connaît, il a réussi là à capter une authenticité qui en tout cas ne nous met pas du tout en dehors et nous apprend vraiment quelque chose. C'est vrai, c'est un film authentique, riche, très fort et en plus très abouti pour une première réalisation. Oui, je crois. En tout cas, merci Mireille d'être passée avec nous ici sur le plateau du journal, parce que le réalisateur de ce film, vous voyez comme on travaille en connivence avec Michel Field et le Cercle de Minuit, et lui-même sur le plateau donc, du Cercle de Minuit. Michel, écoutez, donc vous allez pouvoir poursuivre cette conversation. Est-ce qu'on peut appeler ça la complémentarité de nos émissions, chère Catherine, en effet? La complicité, certainement. Voilà, donc le réalisateur de ce film est sur notre plateau en compagnie d'autres réalisateurs, parce qu'il y aura tout un plateau de premiers films. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui faire un premier film? Comment le produire? Comment le faire? Comment le distribuer? Comment assumer la critique? On parlera de ça avec un certain nombre de jeunes réalisateurs et réalisatrices dont les premiers films sortent à la fois aujourd'hui et puis dans les jours qui sont passés. Et puis un toujours jeune réalisateur, c'est Georges Lautner, et on parlera de ses premiers films, notamment à l'occasion d'un livre qui est sorti sur 2 films cultes pour un certain nombre d'entre nous, c'est Les Tontons Flingueurs et Les Barbouzes. Et puis il y aura de la musique.
Hein? Il n'y aura pas de musique, si. Mais si, il y aura de la musique. Vous avez remarqué, ça vous a choqué hier, le petit bébé de 2 mois sur mon plateau. Pas choqué, mais surpris. Eh bien, ce soir, il y a des enfants un peu plus grands, donc vous voyez, on devient plus sage. Le cercle de minuit, c'est la maîtrise de Lyon avec Claire Gibault. Ils ont, c'est des enfants qui ont une dizaine d'années pour certains. Donc c'est déjà moins scandaleux que le bébé de 2 mois d'Atom et Goyan hier soir. En tout cas, ne devenez pas trop sage, je vous le demande. En tout cas, mon petit bébé, je vous garde quand vous voulez sur mon plateau. Merci Michel, et à tout à l'heure. La vague de froid continue malgré une légère hausse des températures. 2 automobilistes sont morts en France, et cela en raison du verglas. Alors attention si vous prenez la route tôt demain matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne fin de soirée et à demain. Excellente nuit à toutes et à tous. Un léger adoucissement va se poursuivre pour cette